Bonjour à tous. Je vais faire une petite, je ne sais pas combien de temps ça durera. Alors, je vous propose de nouvelles lectures là. Donc, je suis tombée sur une mine. Enfin, façon de parler. Germaine Tillion, ethnographe française, résistante aussi. D'ailleurs, autrice de plein de livres. Et puis, elle a fondé une association qui porte son nom. Elle est décédée maintenant, mais elle avait atteint plus de 100 ans. Voilà. Et voilà, c'est une association qu'elle a pu présider. Et avant ça, elle a écrit des tas de bouquins, notamment que je ne présenterai pas aujourd'hui, mais là, je suis en train de lire Ravensbrück parce qu'elle a fait partie des résistantes et qui ont été envoyées comme prisonnières politiques au camp de Ravensbrück. Et du coup, elle a réussi à revenir et à déployer tout ça. C'est hyper intéressant parce que c'est une étude aussi par une ethnologue, donc qui n'était pas en mission en soi. Mais, et en plus, c'est la seule, je crois, qui a été autorisée à représenter les victimes au procès après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc, mais ça, je suis dessus. Hein. Là, j'ai pas fini. Alors, ça, je ne sais pas si je ferai une fiche de lecture là-dessus. Parce que nos oblidaires, comme dirait l'autre, hein, le mieux, c'est de faire mémoire. Alors, dans la foulée, je ne ferai pas une fiche de lecture non plus, mais j'ai trouvé dans la collection, comment dire, publiée par l'Institut du monde arabe, la vie de l'émir Abdelkader, qui est très intéressante aussi. Voilà, on apprend plein de choses. On voit aussi l'histoire de Napoléon III. Donc là, en fond, j'ai le bouquin aussi qui est, pardon, j'ai bougé, qui est sur les photos. Hein. Donc Germaine Tillion, elle a été mandatée par, je crois, comment on appelle ça, des fonds britanniques au départ, Institut de recherche sur l'ethnologie. Donc pour faire une mission dans l'Aurès, dans les montagnes de l'Aurès, donc au nord d'Algérie. Donc où elle a été je crois, sur plusieurs voyages, il me semble de 1936 à 1939. Entre-temps, elle avait fait aussi un petit tour en Autriche, je crois, pour étudier justement, ça lui a permis de voir également la montée du nazisme, etc. Mais voilà, donc là j'avais trouvé aussi un bouquin que j'avais emprunté à la bibliothèque, avec plein d'images qui illustrent son livre, là, où elle reprend un petit peu. Alors, il faut voir qu'elle avait perdu, on lui a volé, on lui a dérobé, les nazis, lui ont dérobé beaucoup de ses manuels de recherche, donc elle a réécrit ça donc pour plus tard, en fonction des éléments qu'elle avait pu récupérer. Puis après, elle est retournée en Algérie aussi, pendant justement en pleine dissension, guerre civile en Algérie, dans les années 50. Et elle a aussi œuvré beaucoup pour essayer de calmer le jeu. Voilà. Aussi les conventions les conventions de Genève, pour le bon traitement des prisonniers, parce qu'évidemment, on voit ça dans Ravensbrück, elle a été mise en détention pendant 5 ans à peu près, dans plusieurs prisons en France, et puis après dans le camp de concentration de Ravensbrück. Bref, donc vraiment une grande pointure. Donc je vous conseille vraiment vivement. J'essaye de me procurer, il y a un bouquin aussi sur le harem et les cousins, qui parle un petit peu des mœurs, des mariages et tout ça, traditionnel. Alors, j'y vais. De toute façon, là, j'ai noté, j'ai fait quelques marque-pages. Page 11, alors dédicace à mes lecteurs, de Germaine Tillion. Donc, dans Il était une fois l'ethnographie. Dédicace à mes lecteurs. Pour vous, messieurs les citadins, demi-maghrébins, demi-franciliens, pour vous, mesdames, sœurs des uns et épouses des autres, j'ai écrit ce petit bouquin, sur un passé incertain qui est à la fois vôtre et nôtre. Les franciliens, les maghrébins ont tous baragouiné latin un jour ou l'autre, mais les maghrébins sont berbères. Aujourd'hui comme avant-hier,
Alors il y a une petite note, Hérodote les a rencontrés il y a environ 2430 ans. Et le bon gars du Sahara, qui veut faire plaisir à papa, doit choisir pour beau-père, non pas le petit frère de son père, mais le grand frère de sa maman. Si lui au nord du désert, c'est le contraire, qu'il doit faire? Comme c'est bizarre, dit le passant rêveusement. Passant, notre planète est bizarre entre nécessité et hasard, mais les planètes de rechange n'existent pas. Et nous devons nous arranger avec celle-là, où il y a 10 millénaires, c'est-à-dire hier. Des hommes se mirent à polir des pierres, tandis que les femmes pétrissaient des plats pour y mijoter des ratins. Auparavant, tous ne croquaient que graines sauvages et gibier, et n'ayant pas de frigidaire, ce qu'ils attrapaient, ils le partageaient avec leurs beaux-frères en proclamant que les amis valent mieux que l'économie. Cela se nomme exogamie. Ainsi firent les Chinois anciens, les vieux Indo-Européens, ainsi que les Mélanésiens, et chez nous contemporains, les rois qui protègent leurs frontières, tout comme des berbères sahariens ou d'authentiques américains. Quand survient la modernité, celle d'il y a 6000 années, les hommes voulurent tout garder, à la fois leurs femmes et leur blé. Très chers amis citadins, nous descendons de ces humains, d'abord généreux, puis radins. Avec nos différences, il n'y a donc pas de quoi faire tout un cinéma. Germaine Tillion. Et alors, il y a aussi cette petite résumé quand elle explique, comment on appelle ça, l'ethnographe. Qu'est-ce qu'elle conseille aux ethnographes, aux ethnologues, à ceux qui font de l'ethnologie? Voilà. Alors ici, on la voit là, dans une grotte dans l'Aurès. Et là, il y a une autre forme de dédicace. Où est-ce que c'est Oui, je crois que c'est la fin de ce recueil. On la voit qui parcourt le désert là, de Dan. Il n'y avait pas de route à l'époque dans l'Aurès. Tout ça, c'était donc les habitants de l'Aurès, c'était des semi-nomades. Alors voilà la petite dédicace de la fin. Si vous êtes capable de vous procurer de l'orge en mars, période de disette, de louer un mulet en mai, période de la moisson, de renvoyer un domestique sans vous brouiller avec sa famille, de ne jamais vous mettre en colère, d'obtenir cependant une partie de ce que vous demandez, alors vous pouvez commencer à faire de l'ethnographie, à condition que ces diverses activités vous en laissent le temps. Alors, je trouvais ça assez intéressant. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai noté comme autre passage pour mettre dans la boîte? Alors, on est à la page 115. On parle là de les itinéraires un peu géographiques entre les déserts et les recherches d'eau. Donc elle parle des gestions paysannes. Donc je vais peut-être reprendre au début, c'est pas grave. Page 114. Entre 1934 et 1940, j'ai discuté avec de nombreux interlocuteurs des régimes alimentaires qu'ils pratiquaient et ceux qui leur semblaient souhaitables. La plupart de mes interlocuteurs considéraient comme normal de consommer moitié orge et moitié blé. Et dans ce cas, il convenait d'évaluer la consommation mensuelle d'un homme à 20 litres d'orge et à 20 litres de blé. Mais c'était là une vue de l'esprit, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de façon traditionnelle, on admettait dans l'Aurès qu'un akaroui de blé valait 2 zikarouia d'orge, des mesures utilisées. Et toutes les transactions se calculaient sur cette base, en argent ou en troc. Or, c'était également sur cette base qu'on évaluait les besoins alimentaires. On disait, un homme mange 40 litres d'orge ou 20 litres de blé.
mais sans tenir compte du fait que le blé, nourriture coûteuse, était mangé par les plus riches, justement, ce qui adjoignait davantage de beurre et de viande sèche, tandis que l'orge constituait à elle seule l'essentiel de la nourriture des plus pauvres. Une autre raison faussait toutes les estimations, et c'était la principale. Elle tenait aux distinctions infranchissables qui séparaient et séparent encore travail masculin et travail féminin. Les céréales étant toujours transportées, calculées, conservées, achetées ou vendues sous forme de grains entiers, il fallait, pour pouvoir les consommer, commencer par les broyer, ce qui exigeait un long travail opéré grâce à 2 meules de pierre, le moulin à bras. Ce travail se pratiquait au jour le jour, ou plutôt à la nuit, car il était presque toujours nocturne, et il incombait exclusivement aux femmes. En transhumance, j'ai vu des hommes pétrir et cuire une galette. Je n'ai jamais vu un homme moudre son orge ou son blé. C'est dire que parler d'une consommation masculine était pure abstraction, puisqu'un homme ne pouvait pas vivre seul et que, si l'un d'eux se préparait un repas au bord d'une piste, il avait nécessairement fallu qu'une épouse, une mère ou une bru lui ait moulu sa farine quelques jours ou quelques heures plus tôt. Les moulins à mazout changèrent tout cela, car lorsqu'ils firent leur apparition dans l'Aurès, dans l'Amarcadou, entre 1946 et 1954, les femmes refusèrent carrément d'utiliser les moulins à bras et les hommes capitulèrent en bloc à cause de l'honneur. Les meuniers se payaient très bien en prélevant 10% des moutures, ce qui acheva de chavirer les budgets. Avant les moulins à mazout, les femmes pensaient qu'il était moins fatigant et plus destriant de moudre à deux, et quand la nuit on entendait ronronner une meule, très souvent une voisine, donc une parente, venait s'asseoir en face de la travailleuse pour lui donner un coup de main. Il fallait toutefois prendre garde, car on a vu dans le 3e chapitre que c'était aussi l'habitude des ogresses de venir s'accroupir en face de la travailleuse nocturne. Au petit matin, avec la farine moulue à la lumière des étoiles, les femmes pétrissaient des galettes ou parfois roulaient du couscous. L'assaisonnement se composait d'oignons, d'ail, de piments, de tomates sèches, d'un peu de beurre fort, parfois de quelques miettes de viande salée. Dans tout le reste, on cultivait de l'orge et on élevait des chèvres. Mais seules quelques rares familles possédaient un très petit nombre de palmiers. En aval de Quebache, il y en avait très peu. En amont, de rares et précaires retenues d'eau permettaient de récolter pendant peu de temps des tomates, des oignons, des courges. Je vais m'arrêter là. Ensuite, j'ai fait une petite autre note un peu plus loin, à la page 130. Alors là, on est dans commerce et politique. Donc, c'était le chapitre 2, famille, entretenez soigneusement leurs mauvaises relations. Je vais commencer à la page d'avant, 129. En abordant l'Afrique, j'avais imaginé sottement les sciences de l'homme comme une sorte de chimie dont l'ethnologue doit s'abstenir de troubler les précipités minéraux. Fort heureusement, la sympathie me contraignait parfois à enfreindre mes théories. Un certain jour de l'été 1936, j'appris que mes voisins les plus proches venaient de sombrer dans les fonds extrêmes du déshonneur et du désespoir. Événement exceptionnel, 2 gendarmes venant d'Aris étaient arrivés le matin, selon l'usage. Ça a rien. Je les avais aussitôt invités à partager mon repas, auquel le voisinage du marché permettait un lustre inhabituel. Mes invités, l'un alsacien et l'autre corse, conservaient tous deux leur sympathique accent natal, mais connaissaient assez bien leur secteur et leur métier. En complétant les informations qu'ils me fournirent, avec ce que racontaient mes voisins, je pus reconstituer à peu près l'histoire du drame. Depuis des temps immémoriaux, 2 familles du voisinage entretenaient soigneusement les plus mauvaises relations. L'une des deux marqua un point en venant nuitamment saccager les melons de la famille adverse. Celle-ci voulut faire mieux encore, et les dévastateurs de melons eurent leurs ruches brûlées. Ce qui, outre le dommage, est un affront, une atteinte à la horma, qui ne protège pas les melons, mais protège les ruches. Pour laver la horma, la pratique courante conseillait l'assassinat, mais la famille offensée voulut innover et lui préféra une machination tortueuse consistant à dénoncer aux autorités françaises une femme de la maison rivale en l'accusant de s'être fait avorter. D'une manière ou d'une autre, le bruit de cette dénonciation se répandit.
et les grands vieux de la Djema, soutenus par l'indignation publique, intervinrent avec vigueur, car mêler l'administration ou la justice française aux affaires du Harch était universellement considéré comme abominable. Les dénonciateurs, justement condamnés par les vieux à une amende élevée, durent se réconcilier avec leur adversaire et supporter les frais du repas rituel. Soumis peut-être honteux, ils s'exécutèrent et la paix régna. Puis les mois passèrent, ou des années, et arriva le jour où la dénonciation ayant, tel un astéroïde, achevé sa trajectoire dans les espaces administratifs, judiciaires et policiers, deux gendarmes français s'en venaient maintenant instruire l'affaire, c'est-à-dire le crime d'avortement. Ils ne rencontrèrent aucune difficulté. Les gens interrogés, absolument terrorisés, à voir tout ce qui était écrit sur les papiers de justice, et il ne restait donc plus aux représentants de l'ordre qu'à boire chez moi le coup de l'étrier et à emmener la coupable, littéralement tétanisée par l'épouvante mère d'un chapelet d'enfants hurlant au milieu d'un concert de lamentation dont, placé comme je l'étais, je ne perdais pas un sanglot. Fait sans précédent, une femme, et de plus une femme mariée, allait être emmenée par des hommes étrangers. La honte qui en résultait atteignait un tel diapason que je ne trouve pas de mots dans toute notre langue pour l'exprimer. Elle inondait les proches et tous les apparentés jusqu'au plus lointain degré. Elle rejaillissait sur la Mechta, la Ferka, le Kof, le Douar et le Harch. Tout cela me faisait naturellement beaucoup de peine. Seul avec les intéressés, je repris l'interrogatoire. J'appris ainsi que la femme, qui voulait bel et bien avorter, avait dans cette intention fait griller des poivrons et un rat vivant pour des inhalations que, en cette époque pudique, on qualifiait de locales. Eureka! Je reviens trouver mes hôtes qui se rafraîchissaient avec mon unique bouteille alcoolisée. L'histoire du rat vivant fut accueillie par de grands rires. J'expliquai alors que, à mon sens, il s'agissait là d'une pratique magique et non d'un avortement. La loi française punit-elle la magie? Non, répondirent en chœur les gendarmes ravis. Et ils relâchèrent la femme séance tenante, bien soulagés d'en être débarrassés. Car, de mémoire de gendarme, c'était la première fois qu'on arrêtait une femme dans la région. Or, ils avaient assez de jugement et d'expérience pour en concevoir du souci auquel celui de leur sécurité n'était pas étranger. Les scènes qui suivirent sont douces au cœur de l'ethnologue qui débute. La famille, la Ferka, la Mechta, le Douar, le Kof, le Harch retrouvaient leur honneur et une marmaille que je ne suis pas parvenue à dénombrer récupérait sa mère. Tout cela dans un concert d'action de grâce. Du coup, on ne m'a plus appelé que Tamgart, la vieille, ce qui, en ce lieu-là, en ce temps-là, représentait le plus haut degré de la considération. À l'horizon s'estompaient les silhouettes des agents de l'autorité qui, abreuvés de façon convenable, semblaient également fort satisfaits de l'issue de leur enquête. Non sans raison, car nul ne sait comment cela se serait terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je continue mes petites lectures. Maintenant, j'ai une marque à la page 189. Il parle de l'identité. Alors, le nom du premier clan Fraction. Daoud, ancêtre éponyme du plus ancien clan de la petite République, a quitté son pays natal après avoir été maudit par son père et il est arrivé en paria dans la vallée où ses descendants construisirent ensuite la Ghéla de Kebash. Là, il enlève une femme, ce qui est également un acte très mal admis par l'opinion. Puis il se réconcilie avec son beau-père dont il prend l'héritage. Et contre toutes les coutumes, il donne son nom à la plus ancienne Ferka. Comment interpréter aujourd'hui cet attentat filial, si peu conforme au respect traditionnel dû au père? Est-ce un acte dévotement intégriste? Il était en tout cas approuvé par le vieil Abdallah. Est-ce un mythe à confronter avec d'autres, un fantasme ou un simple fait divers qu'il conviendrait alors de classer, comme le faisaient d'ailleurs les gens de Kebash, dans l'histoire événementielle de leur petit peuple? Les amateurs de psychanalyse y pourront peut-être déceler
une revanche filiale fantasmatique de la jeunesse masculine afro-asiatique, dont presque tous les petits garçons subissent la circoncision à l'âge le plus impressionnable, et bien sûr sans avoir été consultés. Or, relativement à cette sensible partie de leur personne, les anxiétés des petits hommes constituent, depuis que la psychanalyse existe, son abécédaire. Alors, pour le lecteur féru d'anthropologie, cette interprétation s'enrichira en empruntant des hypothèses aux ethnologues anglo-saxons. Selon ces derniers, on relève dans toutes les niches écologiques où l'espèce humaine s'est implantée des séries d'institutions absurdes et cruelles dont l'unique fait commun serait de brimer les adolescents du sexe mâle alors qu'ils approchent de la puberté. Ces brinades quasi universelles s'expliqueraient par une volonté commune aux grands vieux de toutes les ethnies de s'approprier les jouvencelles et d'en écarter les puceaux. Nos collègues, les zoologues ethnologues, signalent chez les espèces animales les mêmes brimades pratiquées par les vieux mâles à l'encontre des jeunes concurrents. Les vieux singes se bornent souvent à l'intimidation, mais chez les espèces stupides, l'intimidation peut aller jusqu'au meurtre. Par exemple, tel cerf, 10 corps en verre, des daguets et des brocards. Si l'on admettait que la rivalité entre les classes d'âge masculines est antérieure à l'hominisation, cela permettrait d'expliquer à la fois la généralité des épreuves vexatoires imposées aux imberbes par les classes barbues et réciproquement les aigreurs ressenties par les classes imberbes envers des doyens accapareurs à la fois des jeunes femmes, du pouvoir politique et de la masse des biens de consommation. Aigreurs que, dans notre culture, on empile en vrac dans la catégorie complexe d'Œdipe. Dans cette hypothèse,Œdipe ne serait qu'un héritier des mammifères animaux. On peut aussi interpréter le comportement de l'ancêtre Daoud en restant dans les limites de l'historicité, et cela grâce aux seules traditions écrites de notre ancien monde. Que découvre-t-on en effet aux origines des 3 cultures du Dieu unique, sinon des païens, qui, de plus ou moins bon gré, se convertissent à la nouvelle religion, juive, chrétienne ou musulmane. Qui les précède sur le chemin de la conversion? Forcément les jeunes 68 arts de leur époque, comme toujours, comme partout. Et qui les suit en rechignant? Le vieux Salem et sa classe d'âge. Bref, par tous les sentiers et toutes hypothèses confondues, nous aboutissons au conflit entre une génération et celle qui la précède. Nous l'avions rencontré également dans le chapitre sur le temps où, à l'occasion de la fête du printemps, les hommes mariés se battent contre les célibataires. Ça, c'est quand elle parle de l'ancêtre du foot, hein, entre guillemets. Alors, on arrive à la page 207, toujours sur l'identité. Alors, qu'est-ce que j'ai noté là? Alors, il y avait le cadre généalogique qui suivait les patronymes officiels. Le cadre généalogique. Le cahier de l'état civil donnait les noms des gens vivants en 1924, ainsi que ceux de leurs pères et de leurs grands-pères. À partir de ce point de départ, j'avais reconstitué des généalogies sur environ 2 siècles, en ligne masculine, mais avec les noms des mères et des grands-mères et avec les mariages et les événements mémorisés sur la même période. En particulier, les événements qui vont réorienter des relations ultérieures, par exemple les meurtres, avec les variantes dans l'évaluation du prix du sang. Les achats et ventes de terrain, les grands voyages, les pèlerinages, les appartenances à une confrérie, les maladies inexpliquées, les causes supposées de la mort, le degré d'instruction en arabe. Pour les mariages très anciens, les mémoires n'avaient retenu que ceux ayant laissé des enfants, et encore pas toujours, et pas au-delà d'un siècle. Les femmes comptaient si peu. Apprendre comment on survit au travers des guerres, des épidémies, des sécheresses, et essayer de percevoir un changement dans les habitudes, cela constituait un des volets de ce politique. Au-delà, on pouvait aussi deviner ce qui supporte le tout, c'est-à-dire des humains uniques, des personnes dont, après 2 générations, les vivants ne retiennent guère que le nom, cette empreinte en creux vidée par la mort. Chez les contemporains, il était possible d'aller plus loin en notant les associations qui se nouaient entre eux chaque année pour cultiver la terre collective, car je les connaissais toutes et pour chacune, je savais ce qui la motivait.
J'étais informée aussi des régimes alimentaires avec les trucs et les calculs qu'ils comportent dans un pays très pauvre, des répartitions de récoltes, des budgets, des maladies, des remèdes employés, des tébib consultés, des projets, des souvenirs d'enfance, quelques rêves impressionnants, des chagrins me semblent également dignes d'intérêt. Et je me prenais à imaginer l'importance de tel instant dans telle vie et de telle vie dans la rue. Le cadre généalogique permet d'évaluer l'importance respective d'une partie de ces incidents, mais plus encore de chercher comment chacun s'oriente par rapport aux autres. Il devenait alors possible de confronter cette trame abstraite qu'on appelle une famille ou une société et cette réalité unique dans le temps, unique dans l'espace, éphémère mais insécable, un être vivant, afin de protéger de toute indiscrétion l'anonymat des vivants. J'avais fabriqué des sigles de 4 éléments qui rendaient compte des structures et protégeaient les secrets des individus. Il parle des cadets et des aînés. L'approbation bruyante et universelle que les compagnes fraternelles suscitaient ne permet pas de déduire qu'il ait été répandu, mais peut-être que le fait de tout partager se prêtait mieux à une gestion raisonnable des terres et des ressources. Peut-être aussi que, dans un passé très lointain, époque où il y avait plus de terres incultes que d'hommes pour les cultiver, le fils aîné gérait l'héritage et toute la famille conjuguait ses forces pour établir les cadets sur des espaces vierges. On a gardé explicitement mémoire de ce temps-là au sud du Sahara, où, pour l'établissement des cadets, le clan faisait appel aux razzias. Dans l'Aurès, quand un père mariait son premier fils, il lui donnait quelquefois la part de terre qui devait lui revenir et on disait alors du jeune homme qu'il était partagé, pour signifier qu'il avait reçu sa part de l'héritage inaliénable du grand-père. Ceci, à ma connaissance, ne se pratiquait que pour le fils aîné et assez rarement. Les autres fils héritaient seulement à la mort de leur père, et quant aux filles, elles n'avaient droit à rien, mais pouvaient se réfugier chez leur père ou leurs frères quand elles étaient chassées de leur foyer par une répudiation ou lorsqu'elles fuyaient ce foyer pour cause de mauvais traitements. Donc, après, on arrive à la page 214, toujours sur l'identité. Donc, je suppose que c'est le petit chapitre d'avant, qui concernait par exemple un très vieil homme nommé Abdallah. Donc, elle va raconter une histoire. Qu'on racontait dans l'Aurès. Alors, voilà, c'est un petit peu la conclusion de cette histoire que je lis, donc page 214. Dans les sociétés rurales musulmanes, ces 2 articles du Coran sont traditionnellement violés malgré la promesse d'enfer éternel réservé aux contrevenants. Alors, donc peut-être qu'il faut que je reprenne sur les articles du Coran. C'est, je pense, par rapport... Ah voilà, je reprends juste la page d'avant, 213. Rappelons à cette occasion que le Coran essaye de protéger financièrement les femmes dans une société où, de tout temps, elles ont été écrasées. Pour cela, il ordonne aux pères de léguer à leur fille la moitié de la part d'un fils. Mais il est vrai aussi que ce fils devra se marier un jour et qu'il lui est prescrit de faire un don à son épouse, le sédak. Si c'est dit D-A-Q. Et ce don doit être important puisqu'il a pour objet d'assurer la subsistance de l'épouse en cas de répudiation ou de divorce. Dans les sociétés rurales musulmanes, ces 2 articles du Coran sont traditionnellement violés malgré la promesse d'enfer éternel réservé aux contrevenants. Pour expliquer cette désobéissance, il faut d'abord se souvenir que dans les âges guerriers, la survie du groupe dépendait de la solidarité masculine. Toutes les coutumes ont donc convergé pour la consolider. Aujourd'hui, où cette solidarité guerrière n'a plus de raison d'être, les habitudes sont prises et elles tiennent bon, même lorsqu'elles compromettent gravement la vie des États, des familles et des gens, ce qui est actuellement le cas. Bref, dans l'Aurès que j'ai connu, les femmes ne recevaient aucun héritage et en cas de répudiation, ce qui arrivait très souvent, elles devaient même rendre le très modeste bijou qui leur tenait lieu de douaire,
Qui plus est, une convention ancienne et respectée interdisait aux familles d'une fille à marier, si jeune, belle et réputée vierge soit-elle, de demander une surtaxe à l'épouseur, du moins quand cet épouseur appartenait au même arche. Lorsque le marié était un étranger, l'interdit ne jouait pas, et on pouvait faire payer l'époux, quitte pour la famille à empocher le douaire de la mariée, ce qui était non seulement contre la religion, mais encore aux mœurs, car aucune coutume n'empêche les pères d'aimer leurs filles et de chercher à les protéger. Or, ils ne pouvaient le faire que lorsque les filles étaient mariées à proximité et l'opinion publique approuvait. Voilà, c'est un mécanisme de compensation pour essayer quand même d'exercer de l'affection. Alors, après, on passe à la page 249. C'est un chapitre qui concerne l'ordre. Alors ici, est-ce que c'est sur l'héritage des terres, j'imagine? L'héritage des terres. Comme la société masculine d'Europe, la vieille paysannerie maghrébine a mobilisé tout son machiavélisme pour sauvegarder le domaine terrien. En France, au XIXe siècle, il ne fallut pour cela que violer la loi républicaine, et avec la complicité des notaires, cela se pratique encore. Mais dans le Maghreb, c'était pire, car on devait 7 fois affronter la colère divine et s'exposer ainsi à l'enfer éternel. Rappelons que le Coran prescrit à tous les pères musulmans d'attribuer à chacune de leurs filles la moitié de la part d'héritage d'un fils. Mais ce fils devra également, sous peine d'enfer, garantir à sa future femme un douaire aussi élevé que ses moyens le lui permettent, tandis que les filles n'auront aucun devoir financier vis-à-vis de leur mari. Bref, l'ensemble des devoirs coraniques comme un tout, et cet ensemble était juste et pratiquement applicable chez des nomades riches en bétail ou chez des citadins riches en argent. Chez des paysans qui ne possèdent qu'un toit et des terres, la loi coranique démembre la ferka, brise la fratrie des Aït Amni chaque fois qu'une fille épouse un non-parent et revendique sa part de terre. Pour se garder de ce malheur, pour sauvegarder l'homogénéité du groupe patriarcal, les grands vieux du temps jadis décidèrent qu'aucune fille n'aurait une part d'héritage et qu'aucune épouse ne recevrait un douaire. Et ainsi firent-ils, eux et leurs descendants masculins, pendant 14 siècles. Or, tout comme les Kabyles, ils se considéraient comme de bons musulmans, circoncis, ne mangeant pas de porc, observant le carême, tous, priant 5 fois par jour, quelques-uns. Or, le fait de déshériter leur fille et celui de ne donner aucun douaire à leur épouse sont des manquements que le livre sacré interdit beaucoup plus sévèrement qu'une entorse au ramadan, puisque dans ce dernier cas, il impose que le paiement de la nourriture d'un pauvre est seulement quand le contrevenant en a les moyens. Courageux mais intimidés, les hommes de loi conseillèrent de léguer les terres à Dieu lui-même par écrit, sous réserve qu'en attendant qu'il en prenne possession le plus tard possible, ce soit les descendants en ligne masculine du testateur qui en aient la jouissance. Faut-il expliquer cet irrespect envers la parole sacrée par une invariable préférence des pères pour leur enfant mâle? Nullement. Et on pouvait même constater le contraire, c'est-à-dire des pères prenant le parti de leurs filles envers et contre tous, même contre leurs collègues de la Djemma. Mais tous les paysans du monde ont aimé leur champ, outil de survie autant et parfois plus que leur enfant. Or, pour assurer la non-dispersion d'un héritage, il faut évidemment trier impitoyablement les héritiers, et c'est pourquoi, depuis que les Méditerranéens possèdent des maisons et des champs cultivés, et non plus seulement des noms, des emblèmes, des âmes intemporelles, comme c'était le cas avant les découvertes du néolithique, ils ont cherché à conserver intact à la fois le domaine terrien, la main-d'œuvre qui le met en valeur, et plus encore, l'honneur indivis qui arme et rend redoutable un groupe solidaire et déterminé. Dans la petite ruche patriarcale que constituent les Aït Amni, tous les hommes veillent en commun sur la conduite des femmes. Tous vengent en commun le meurtre de l'un d'entre eux, et si l'un des mâles de la fratrie est suspecté de crime ou de marivaudage, par une ferka proche ou lointaine, n'importe lequel des cousins frères pourra être tué à la place du supposé coupable. Voilà, suit un petit chapitre qui s'appelle « La protection des femmes ». Alors, je vais quand même continuer là-dessus. On est à la page 251, « La protection des femmes ».
Les privilèges exorbitants que la coutume accordait aux fils n'empêchaient aucunement les pères eurésiens d'aimer tendrement leurs filles et de chercher à les protéger autant que cela leur était possible. Or, cette même coutume, qui leur interdisait de laisser à leurs filles un héritage et de réclamer pour elles un douaire, va justement leur ordonner maintenant de les marier dans le cadre étroit de la ferka, donc parmi les garçons qui ont été élevés comme leurs propres enfants et qu'ils n'appellent usuellement que mon fils. Miss, le presque frère, va ainsi épouser sa presque sœur. Le ménage s'établit normalement à quelques mètres, Le ménage s'établit normalement à quelques mètres des pères et beaux-pères et aussi des mères et belles-mères, et subit dès lors en permanence la sollicitude inquisitoriale du groupe familial. Certains aiment cela, d'autres moins. Le jeune mari que ses parents ont ainsi marié de force se soumet souvent ou parfois s'en va, et l'immigration en France rendit service à plus d'un. La cousine délaissée occupe alors seule le domicile conjugal jusqu'à ce qu'elle se lasse de sa solitude et revienne chez son père. Alors seulement, le cousin frère envoie par écrit la formule qui les libère tous deux. Alors, maintenant, j'ai la dernière marque que j'ai notée, page 282. On est dans nos parentés intercontinentales. Là. Alors, je pense que c'est plus ou moins la conclusion. Alors, je vais prendre au début. Affinité, oui, c'est les dernières pages. Affinité des systèmes opposés. Entre les deux systèmes si opposés que je viens brièvement de résumer, il existe toutefois des adhérences, des affinités, quelque chose comme ce que les jardiniers appellent des gourmands. On ne les rencontre pas souvent dans le vocabulaire et cependant l'examen de celui qu'emploient les berbérophones du Maghreb pour nommer leurs parents est à lui seul bien révélateur. On peut ranger en effet les terres qu'ils utilisent en deux groupes, ceux qui appartiennent au fond berbère, ceux qui sont empruntés à l'arabe, et les uns et les autres nous renseignent. Parmi les premiers, citons le mot « oumma », littéralement « fils de ma mère », qui signifie « mon frère », et le mot « aïyo », neveu utérin, l'un et l'autre assez caractéristiques d'une filiation matrilinéaire. Chez les berbérophones de l'Atlas marocain, le mot « tisenti », grand-père, littéralement « père de mon père », est le même que la plupart des régions touareg, où il est assez souvent frappé d'interdit. Dans les autres régions berbérophones du Maghreb, un terme vague, dada, le remplace usuellement, mais comme ce dernier vocable est employé parfois pour nommer le frère aîné, on peut se demander si son usage et la disparition correspondante du terme tisenti ne sont pas en rapport avec l'interdit qui frappe ce nom en pays touareg. Voyons maintenant les termes de parenté que tous les dialectes berbères du Maghreb ont empruntés à l'arabe, car ces emprunts sont bien révélateurs. Ils portent en effet sur les mots qui désignent les oncles et tantes paternelles, les oncles et tantes avant l'arrivée des Arabes, et que s'ils ont tous perdu les vocables qui servaient à les nommer, ce n'est pas sans une raison. L'emprunt à l'arabe peut aisément être daté. Il remonte à moins de 1000 ans. Nous savons d'autre part, grâce aux historiens classiques, que les structures de la parenté n'ont guère changé dans le Maghreb depuis au moins 2000 ans. Et j'ai personnellement connu en Algérie de nombreuses familles de notables campagnards auxquels on pouvait encore appliquer il y a une vingtaine d'années ce qui nous est dit des relations familiales dans la lignée de Massinissa. Alors Massinissa, c'est dans une petite note, petite livre. Donc il s'inspira peut-être de Polype, voire Stéphane, Gisèle. Voilà. Donc c'était une ancienne, c'était du temps des auteurs romains du nord de l'Afrique qui avait décrit cette chef de l'Aurès, voilà, ou de l'Aurès ou bien de l'Atlas, je ne sais plus. Voilà. Alors, donc en fait,
donc des temps anciens. Le pouvoir propriété d'une famille se transmet en ligne paternelle, non pas de père en fils, mais du plus vieux au plus vieux. La succession appartient d'abord au frère cadet du chef, puis à la génération suivante à un neveu, fils aîné du frère aîné, et enfin au fils aîné du frère cadet. Ce système aboutit à des massacres familiaux que Tite-Live et Sallust nous décrivent avec précision, massacres identiques à ceux des familles émirales de Mauritanie au XIXe siècle. Dans des lignées paysannes, le sang ne coule pas, mais le pouvoir est dévolu selon le même processus à un patriarche qui représente seul toute la famille et gère ses biens. Entre l'an 207 avant Jésus-Christ et la première moitié du XXe siècle, il y eut dans ce domaine aucun changement. La filiation en ligne paternelle est-elle beaucoup plus ancienne que les témoignages des historiens latins? C'est possible, car elle semble avoir été pratiquée en 950 avant notre ère par des Libyens. Mais il est vrai qu'ils étaient installés en Égypte depuis 6 générations. Une inscription contemporaine de Ramsès III mentionne en tout cas un personnage Sheshonq, descendant d'un chef Machaouash. Il demande au souverain l'autorisation d'établir pour son père un culte funéraire et celle de lui succéder dans des fonctions mal déterminées mais probablement importantes, car ce même Sheshonq devint pharaon et fondateur de la 21e dynastie. Voyons maintenant un peu en vrac des usages maghrébins où survivent ces adhérences, ces gourmands qui relient, me semble-t-il, les deux systèmes inverses. C'est tout d'abord un même cadeau rituel offert par l'oncle maternel à son neveu utérin, car comme les Touaregs, les paysans de l'Aurès et de Petite Kabylie donnaient il y a 20 ans à leur aïyo une bête femelle vivante, et comme les Touaregs, il faisait ce don à l'enfant le 7e jour de sa naissance. Dans le Moyen Atlas, le 8e jour après la naissance de l'enfant, l'oncle maternel monte à cheval avec le bébé et il fait égorger un mouton où il trempe le pied droit et la main gauche du petit. En Mauritanie, c'est l'oncle qui se déplace et il donne à son neveu utérin une vache, une chamelle et jadis une esclave. Notons aussi une même façon compassée d'entendre la parenté. Pudeur intense entre beau-père et gendre, entre père et enfant, entre aîné et cadet. Une même hiérarchie dans la famille, le pouvoir ne s'y transmet pas du père au fils, mais va au plus vieux. Cette pudeur se répercute jusqu'au niveau des enfants et vaut une position très particulière au fils aîné. Dans le Maghreb, ses petits frères l'appellent Sidi, monseigneur, ou Dada, avec DA, 2DA, terme utilisé ailleurs pour le grand-père. Adolescent, ils ne fumeront pas devant lui, ne plaisanteront pas en sa présence, tandis que chez les Touaregs, la position de cet enfant est telle que son père ne peut même pas prononcer son nom. Il l'appelle souvent Akli, esclave, ou Aklinou, mon cher petit esclave, et il ne doit pas le regarder en face. En Mauritanie, comme chez les Touaregs, cet aîné, après le sevrage, est assez souvent élevé chez ses grands-parents maternels. J'ai noté également en Algérie, au Maroc, des cas relativement nombreux de glissement de la fonction paternelle. Je les ai toujours rencontrés dans des familles rurales particulièrement conservatrices, où j'observais que l'aîné des oncles était appelé Baba, père, par ses neveux comme par ses fils et petits-fils, tandis que les vrais pères étaient traités en frères aînés et nommés comme tel, Zizi, Aziz, Sidi, voire parfois interpellés par leur prénom, ce qui scandalisait des voisins. Il va de soi que ces pratiques n'empêchaient nullement les enfants de savoir parfaitement qui était leur père et qui était leur oncle. Même glissement latéral dans la relation fraternelle d'un cousin paternel, fils d'homme, on me disait dans l'Aurès « il est mon frère ». Et quand je faisais préciser, mon interlocuteur ajoutait « il est le fils de mon oncle paternel, mais il est comme mon frère, il se jette pour moi et je me jette pour lui ». Ces glissements latéraux dans le vocabulaire et dans la fonction avaient déjà attiré mon attention bien avant que j'aie eu l'occasion de les confronter avec le système des Touaregs qui, en quelque sorte, les institutionnalise. En somme, tout se passe comme si les Berbères du Maghreb avaient changé leur système de parenté mais gardé leur ancien vocabulaire, au moins 1000 ans avant d'être en contact avec les Arabes.
puis a mis en présence d'un vocabulaire mieux adapté à leur vécu quotidien, ils auraient alors emprunté tous les termes qui leur avaient manqué jusque-là. C'est à peu près ce que j'ai observé dans les provinces touaregs qui sont passées au cours des 3 derniers siècles de la matrilinéarité à la patrilinéarité. Si l'on admet cette hypothèse, il reste à expliquer pourquoi toutes les régions berbères du Maghreb ont éprouvé le besoin de changer toute leur structure de parenté, une dizaine de siècles avant l'invasion arabe. Et cela sans influence extérieure des Slaves. Et pourquoi les Touaregs ne l'ont pas fait? Car ils vivaient alors au nord du Sahara qui n'était pas un désert. J'ai supposé, dans Le Harem et les cousins, que c'était pour des raisons de productivité agricole et d'un besoin de main-d'œuvre. Question d'actualité, car nous sommes en train en Europe de changer toutes nos structures familiales parce que nous avons une productivité super industrielle et trop de main-d'œuvre. Voilà, c'était la conclusion, enfin du moins dans les dernières pages du livre de Germaine Tillion. Ah,